nous voulons réellement être. Cependant, reprenons ma carte d'identité. L'inscription sexe féminin n'y est pas par hasard. Je ne vais pas vous mentir, il y a bien quelque chose qui tous les mois nous rappelle que nous sommes bien des femmes, et je ne parle pas ici de notre salaire, mais de notre cycle menstruel. Le sexe d'une personne, que ce soit une fille ou un garçon, est préétabli à la fécondation. Ce sont alors les gamètes qui entrent en jeu, l'ovule chez la femme et le spermatozoïde chez l'homme. Chacun de ces deux, acquérir une identité qui n'est pas celle qu'elle possède à sa naissance, nous montre que l'on peut être une femme avec un chromosome Y. Et pour aller encore plus loin, la transsexualité nous montre que nous pouvons naître avec les caractéristiques génétiques d'un homme et décider de devenir biologiquement une femme. Certes, certains diront que bien que la médecine a fait d'énormes progrès, une personne née de sexe masculin et qui décide de devenir biologiquement une femme ne pourra jamais porter d'enfant. Mais comme le souligne très clairement Simone Veil, la femme ne se réduit pas à la maternité, elle avait d'ailleurs elle-même fait le choix de ne pas porter d'enfant. Pour finir, je vous parlerai de quelqu'un de très spécial et de très courageux. D'une personne qui, avec un chromosome Y, est bien plus féminine, bien plus dévouée à la cause de la femme, bien plus douce, bien plus délicate, bien plus femme en réalité, qu'un grand nombre de personnes de sexe féminin que je connais. Une personne qui tous les jours se bat pour s'affirmer en tant que femme et pour lutter contre les préjugés. C'est alors que je vous demande, qui sommes-nous pour juger du genre d'une personne? Qui sommes-nous pour dire à cette femme, et oui j'ai bien dit femme, que ce n'en est pas une? Et c'est ce soir à cette femme que je dédie ce discours, car elle est la preuve qu'une femme dans son cœur est bien plus important que n'importe quel chromosome. C'est pourquoi nous ne naissons pas femmes, nous le devenons. Je terminerai sur ces mots de Simone de Beauvoir. La femme libre est seulement en train de naître, alors devenons ces femmes libérées, pleines de qualités qui ne sont pas innées. Merci. Bravo Chloé. Alors maintenant, nous allons entendre Clémence Danis sur un slogan qu'on entend beaucoup en ce moment, mais je vais laisser. Pourquoi s'interroge-t-on sur le propre de l'homme et jamais sur le propre de la femme, qui, soi-disant passant, est en général plus propre que l'homme? Bien sûr, il faut comprendre l'homme avec un grand H, et non simplement homme, mais tout de même l'égalité homme-femme n'est pas toujours atteinte, et les droits des femmes restent précaires, voire menacés. L'évolution de la société nous a quand même mis dans une étrange position. En effet, après des siècles sous un strict régime patriarcal, on a été libérés par la machine à laver et délivrés par les plats surgelés. Mais nous restons tout de même dans la crainte d'être agressés par le sexe opposé. Depuis 2013, on peut maintenant entendre hurler, libérer, délivrer à tous les coins de rue, comme le nouvel hymne féministe. En appliquant cette philosophie de « mon corps, mon choix », pouvons-nous dire à présent que l'habit ne fait pas le viol, car la femme doit pouvoir disposer de son corps et se sentir à l'aise dans les vêtements qu'elle a envie de mettre. Mais moi je dis, prenons exemple sur ces nouvelles princesses Disney, ce sont des exemples de femmes fortes et indépendantes. Les princesses d'hier, comme Blanche-Neige, n'ont plus grand-chose à voir avec les princesses d'aujourd'hui. Elsa, l'héroïne du dessin animé La Reine des Neiges, dont est d'ailleurs tiré cet hymne moderne, prône sororité et acceptation de soi. Chantons alors tous à l'unisson ces chansons internationales traduites maintenant en plus de 25 langues que nous connaissons tous. Libérés, délivrés. Je suis désolée, j'espère que vous l'aurez pas maintenant dans la tête pendant au moins 3 jours. Mais quand même, quelle chanson entraînante et quel rythme. Par ailleurs, ce soir, nous sommes seulement des femmes à présenter des solos à ce concours d'éloquence, et chacune de nous devrait crier haut et fort ces 2 mots, libérer et délivrer. En effet, nous sommes ici afin de montrer notre capacité à écrire et déclarer un texte, bien évidemment, mais également nos capacités à affirmer nos convictions profondes. C'est à nous de vous convaincre, c'est également à nous de transmettre nos idées et de combattre les préjugés trop longtemps enracinés. Il n'y a pas d'acte sans grand discours. Et parfois, pour défendre nos droits, nous utilisons des mots pour seule arme. Des mots-paroles parfois drôles, parfois graves ou parfois piquantes, mais qui peuvent être aujourd'hui être hissés en tant qu'étendard pour le féminisme. Et les miens sont libérés des livres. Mais s'il vous plaît, soyons clairs sur les termes.
Libérer et délivrer sont deux mots qui ont les mêmes racines latines, mais qui aujourd'hui ne veulent plus dire grand-chose. Mais ici, libérer est accouplé au mot délivrer, et ne signifie pas seulement libérer son après-midi comme pourrait le dire un travailleur, mais met bien en valeur la notion d'un effort éprouvant pour délier les liens entre prisonnier et geôlier. Prisonnier et geôlier, vous allez me dire des mots quand même assez puissants. En effet, bien sûr, la place de la femme et son rapport à l'homme et à la société a maintenant nettement changé, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, comme je vous ai déjà dit, libérée par la machine à laver et délivrée par les plats surgelés. Mais l'actualité récente nous renvoie toujours au spectre de l'oppression masculine. On voit exactement le problème, la femme reste enfermée dans la prison de leur honte. Savez-vous seulement que 70% des femmes ne se sentent pas reconnues par la justice en tant que victimes? Savez-vous que 121 femmes décèdent en France chaque année à cause de violences sexuelles? Ces chiffres, vous les connaissez. Et ce ne sont là que des statistiques officielles, probablement très en dessous de la réalité. Encore une fois, qu'un exemple des disparités hommes-femmes. De nombreuses inégalités existent dans les milieux professionnels ou encore dans le milieu politique. Je vais prendre un exemple au niveau sportif, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais savez-vous qu'en France, les footballeurs gagnent en moyenne 12 millions de francs CFP contre 280 000 pour les footballeuses? Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il est peut-être à leur temps de rétablir la vérité. Il est peut-être à leur temps d'arrêter d'utiliser l'expression « libérer, délivrer » à toutes les occasions. Car, ici maintenant je parle aux femmes, mes sœurs, vous n'êtes pas des princesses et je suis désolée de vous l'annoncer comme ça. On a voulu nous le faire croire depuis notre plus tendre enfance. Nous ne sommes pas Blanche-Neige croquant dans la pomme, nous n'avons pas la maladresse de la Belle au bois dormant se piquant le doigt sur une quenouille, nous ne sommes pas cette pauvre petite Cendrillon qui tremble quand minuit sonne, et nous ne sommes pas non plus Ariel qui parle au poisson et qui se coiffe les cheveux avec une fourchette. Voyons, nous sommes tellement plus que ça. Libérés, délivrés, je ne mentirai plus jamais. Nous méritons quand même mieux qu'une hymne rabâchée à longueur de journée, tout juste pour en faire rêver les petites filles de 5 ans. Non, il n'y a pas de prince charmant, ni château, ni tour, ni donjon, ni prince, ni baiser miraculeux. La réalité est malheureusement parfois plus sordide et loin du conte de fées, mais il nous a laissé. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, et les coups se mirent à pleuvoir, et il se sentit tout puissant et elle se retrouva seule, honteuse et silencieuse. Jusqu'à ce jour où la parole se libéra, où la révolte gronda, où l'union fit la force, ce jour où vous avez décidé de refuser la domination et l'enfermement. MeToo. Moi aussi, vous aussi. Alors oui, vous êtes devenues des princesses. Mais les princesses modernes de notre monde incohérent. Des princesses nobles et dignes. Des princesses de cœur, d'intelligence et de puissance aussi. Vous avez su briser les murs de la prison qu'on a tenté de construire autour de vous. Et moi, comme vous savez le courage que ça demande, la détermination également, parce qu'au fond, nous avons tous un peu notre prison secrète. La mienne s'appelait avant confiance en soi. Elle m'avait fait croire que je n'avais pas de légitimité à prendre la parole, à prendre des décisions. Elle m'a procuré un malaise, une forme de honte et même de culpabilité. Mais aujourd'hui, en face de vous, je suis une femme libérée et délivrée. J'ai réussi à fissurer le mur de cette prison. Et je participe aujourd'hui à mon deuxième concours d'éloquence. Et j'aimerais conclure, s'il vous plaît, en continuant à filer, non pas la laine au crochet de la Belle au bois dormant, mais la métaphore princière des dessins animés. Si on est princesse par le sang, on n'est pas femme, on le devient. Alors un grand merci, s'il vous plaît, à Simone de Beauvoir de nous guider vers la liberté et également de nous délivrer de l'influence d'une éducation et d'une société genrée. S'il vous plaît, soyez fiers d'être femme. Merci beaucoup. Bravo Clémence. Donc maintenant je vais appeler Camélia sur un nouveau thème. Un jour mon prince viendra, un jour mon prince viendra. Il était une fois une jeune princesse magnifique, dont les cheveux étaient aussi noirs que l'ébène, les lèvres aussi rouges que le sang, et le teint aussi blanc que la neige. Évidemment, elle s'appelait Blanche-Neige. Un jour, sa belle-mère consulta son miroir et demanda « Miroir, qui est la plus belle ?» Il lui rétorqua que la plus belle n'était plus elle, mais la demoiselle Blanche-Neige. Alors, pleine de zèle et de pièges, elle décida de la tuer.
Par un concours de circonstances, ma foi inouïe, un chasseur, ne sachant sacher sans son chien, une famille de nains, ma foi accueillant, et des animaux extrêmement investis dans la vie domestique de la maison, la princesse survécut. Jusqu'au jour où, déguisée en vieille femme, la reine arriva et offra à la jeune femme une pomme empoisonnée. En la croquant, elle serait damnée, plongée dans un sommeil de quelques années. Chaos, le coma, le genre de prédiction que l'on fait à un ami quand il commence à boire de l'alcool au boulot. Ilan, ce soir-là, tu étais parti trop tôt. Pour conjurer le sort, il fallut le baiser sincère d'un homme, fils de roi. Alors, elle patienta avec conviction qu'un jour son prince viendra. En effet, elle garda l'espoir qu'un baiser, qu'une douce étreinte masculine puisse la retirer des bras de Morphée. Un éveil d'abord psychique, mais aussi physique, sentimental, qui permettait de faire naître l'amour dans le cœur des deux amants, battant en cœur et attirés comme des aimants. L'amour, l'ultime, le sublime, le millésime. Celui qui est pour Édith Piaf celui qui porte sur un plateau d'argent la coupe du bonheur, qui nous a permis aussi de ramener la coupe à la maison. Il est pour Édith Piaf, la vie en rose. Pour Platon, trouver son prince, c'est finalement trouver son âme sœur et devenir un être parfait. Et puis patienter, c'est estimer que tout le monde n'est pas digne de nous. C'est considérer sa valeur, l'exprimer, l'affirmer, afin d'être un être qui a confiance en soi et qui s'aime avant d'aimer les autres. De plus, attendre ne peut être que bénéfique, car il rend encore plus savoureux le sentiment amoureux. On dit souvent que la patience est mère des vertus, que tout arrive à point à qui sait attendre, ou encore qu'on ne met pas de ballerine mariée avec un jean, ce qui n'a aucun rapport avec l'histoire, mais qu'il est bon de rappeler. De plus, un proverbe persan dit « La patience est un arbre, dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont très doux. » Laisse le temps t'offrir le prince qui possède des qualités morales et physiques. Le prince qui t'offre l'égalité et le respect dans la vie conjugale, comme dans ton foyer et dans les tâches domestiques. Alors oui, ça commence par « Miroir, qui est la plus belle ?» Miroir, qui descendra la poubelle? À votre avis, qui descendra la poubelle? Qui descendra la poubelle? On ne compte plus les désillusions des princesses face à un faux prince. Celui qui lui pince le cou à coups d'acharnement. Elle, à cause de ses histoires à dormir debout, elle a des insomnies pour de bon. Ce rêve bleu, il n'existe plus. La réalité est un cauchemar noir, car les bleus sont sur son corps, cachés par un cachemire. Les larmes sont dans ses yeux, qui coulent et qui dansent, car même les plus denses d'excuses n'apaisent pas les grandes souffrances. Pour un rien, il la bat. Pour un repas où il n'est pas repu, il refait son portrait avec ses points, jusqu'au jour où, à sa vie, il mettra le point final. Et cette histoire où il n'y a que des virgules et aucun point, laissez-moi vous dire qu'en Nouvelle-Calédonie, une Blanche-Neige sur 5 est agressée par son conjoint. Alors, intéressons-nous à d'autres princesses, et fini les contes de fées. Maintenant, laissez-moi vous rendre compte des faits. Parlons de la version originale de La Belle au bois dormant. Merci. La version originale de La Belle au bois dormant, moins connue, moins appréciée, car dans cette version où la jeune femme n'a que 15 ans, l'homme qui la réveille n'est pas le prince charmant, mais un roi, marié, possédant 4 enfants. Admirant sa beauté, son plaisir grandit, et la voyant dans un état de sommeil, il s'unit à elle. Évidemment, il la viole. Hashtag balance ton porc. Hashtag balance ton prince. Balance de la justice qui, ce jour-là, a penché vers le crime, a penché vers l'injuste. Et même si son prince n'est pas venu, le pire lui restait à venir. Car elle accoucha de 2 enfants, le sommeil, le soleil et la nuit. Alors, pourquoi attendre un prince qui serait si décevant? Eh bien, laissez-moi vous dire que le prince, tu ne peux pas l'attendre, mais le chercher dans les yeux d'un homme pour qui tu connais les qualités, mais particulièrement les défauts. Une femme avertie en vaudra 2. De plus, le temps passe, le temps court,
Mignonne demande donc à Ronsard si la rose à voix d'éclose est toujours debout. Lorsque la belle couchera son fils, lèvera la lune, elle comprendra que la journée passe, que sa jeunesse femme et que sa jeunesse de femme s'éloigne dans les flammes du temps. Beauté éphémère, tu ne peux t'enfermer dans un sommeil profond alors que ta peau est si ferme. Mais s'il fallait conclure en comparant la vie d'une femme à celle d'une fleur, je ne conclurai pas ainsi. À mon avis, la femme, elle, ne courbe pas les chignes. Elle possède l'ipséité et l'identité qui font d'elle un être qui ne fane pas. Même si sa beauté s'enfuit, qu'elle peut être détruite dans les mains d'un prince, son identité, sa culture, ses valeurs sont immuables. Alors, elle n'est pas seulement une belle plante qui attend sagement d'être cueillie par un prince puis jetée lorsqu'elle n'est plus belle. Non, la femme est indépendante. La femme continue son chemin dans le monde et dans la société où elle lutte chaque seconde contre ses sœurs dont les pétales ont été arrachés trop tôt par cet animal sauvage appelé la violence. La femme, elle, poursuit son ascension afin de s'émanciper, d'élever les consciences, de rehausser les pieds d'égalité. Et si en chemin elle rencontre un homme, celui qui a des objectifs et regarde dans sa direction, alors elle pourra l'affirmer: j'ai trouvé mon prince. Merci. Alors pour la quatrième joute, le quatrième solo, on appelle maintenant Laura. Bonsoir. La pomme est un fruit sympathique. Je l'observe tous les jours. J'aime beaucoup les pommes et je suis un grand mangeur de pommes. Ah, ça, Monsieur Chirac, nous ne pouvons pas vous l'enlever. Et je pense même qu'Adam et Ève, il y a fort longtemps, ils ont dû penser la même chose quand ils ont croqué cette pomme. Mais fallait-il vraiment la croquer? Bien qu'elle soit le fruit défendu, je pense, mesdames et messieurs, que cette pomme, vous l'aimez beaucoup. Car oui, certes, celle-ci était interdite pour nos parents, Adam et Ève, mais elle nous a permis une certaine délivrance. Si on s'intéresse vraiment à l'histoire de la Genèse, il est dit qu'avant que Adam et Ève aient croqué cette pomme, ils n'avaient aucun interdit. Faux, absolument faux. Ils en avaient bien un interdit, celui de croquer cette pomme. Ils n'avaient aucune connaissance. Leur liberté était donc relative, car sans connaissance, nous n'avons pas conscience que ce que signifie être libre. Alors c'est vrai, Ève, elle l'a fait. Elle a touché cette pomme et elle l'a croquée. Les femmes sont têtues, hein, n'est-ce pas, messieurs? Mais elle, au moins, elle l'a croquée, elle l'a recraché, pardon. Ne l'ayez pas en travers de la gorge, car sans la femme, vous seriez toujours en train de courir, nus, dans ces lieux idylliques qu'est le paradis, vous croire libre, et pourtant, vous n'êtes qu'une ridicule marionnette du Tout-Puissant. Donc, croquer la pomme, c'est pas seulement l'acte charnel. Croquer la pomme, c'est également avoir le courage de reconnaître qu'on est ignorant, qu'on n'a aucune connaissance et de vouloir changer cela. Cela rejoint donc l'allégorie de la caverne de Platon, qui explique que dans une grotte, nous sommes tous prisonniers. Nous sommes ignorants. Des magnétistes nous montrent le monde extérieur avec des ombres. Et un jour, malgré le contrôle des pensées, le prisonnier se fait attirer par le monde extérieur. Cette délivrance est certes très douloureuse par la clarté, nous passons du noir à la lumière, mais il y découvre la connaissance et la conscience de ce qui l'entoure. En 1789, nous, Français, nous avons fait une belle purée de pommes. Oui, nous nous sommes battus contre la monarchie absolue. Nous nous sommes battus pour notre liberté. Croquons la pomme comme a pu le faire Olympe de Gouges, femme révolutionnaire qui s'est battue pour l'égalité des droits entre les sexes, entre les ethnies. Continuons, montrons que les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Continuons aujourd'hui, bien que nous soyons dans une démocratie. Continuons encore
car croquer la pomme, c'est être acteur de notre quête de liberté et c'est découvrir la connaissance. Cependant, il est vrai, l'étymologie du mot pomme vient de pomum, qui signifie mal en latin. Et on peut donc comprendre que lorsqu'on croque une pomme, on peut rencontrer des pépins. Il y a bien des exemples. Oui, vous, mesdames, vous êtes bien un exemple que croquer la pomme, c'est mal, car appréhender la souffrance est une des punitions de cet acte. Bon, pour le coup, c'est vrai, Ève, on ne te remercie pas. De plus, même Disney, qui construit la personnalité des enfants à travers ses contes, je prends également l'exemple de Blanche-Neige comme mes amis, car oui, c'est bien avec une pomme que la reine a plongé Blanche-Neige dans le sommeil profond qu'est la mort. Et puis lorsque Disney nous déconseille de croquer dans cette pomme, nous avons Apple, la marque de la croquer, qui nous encourage, elle, à croquer dans celle-ci, et ce, à nos risques et périls. Car c'est vrai, quand on rentre dans une de leurs boutiques, on devrait entendre « Bienvenue dans une société de consommation ». Avec Apple, un pépin, pas de souci, croquer dans une belle pomme. Alors c'est vrai, chaque année, on a un nouveau téléphone, un nouveau smartphone. Ah oui, des belles points nous sommes. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, on peut se permettre de remettre en question le fait d'avoir croqué dans cette pomme. Car oui, avec certes du féminisme, mais beaucoup de réalisme, on peut constater qu'il y a eu un impact désastreux sur les femmes. Et je souhaite dénoncer dans mon discours les actes odieux envers les femmes. Toutes les 9 minutes en France, oui, vous m'avez bien entendu, toutes les 9 minutes en France, une femme est violée ou abusée sexuellement. On peut donc conclure que le péché originel nous condamne à cela. De tels actes, nous, femmes, nous sommes punis ainsi. De plus, nous ne pourrons pas dire que la faute provient de la victime. Au contraire. Car la pomme, nous la jugeons non pas par son apparence, mais par le juge. Nous la faisons non pas par son apparence, mais par le jugement que nous avons sur elle. Mais ce soir, je vous invite à croquer dans la pomme pour tout simplement vivre. Car croquer dans la pomme, c'est certes faire face à ces obstacles, mais au final, c'est répondre à notre quête humaine qui est la liberté. Alors, surmontons ces obstacles, brisons les chaînes, évoluons, enlevons tous nos jugements pour que chacun puisse vivre le rêve et la vie dont il a toujours rêvé. Bravo Laura. Et alors là, maintenant, nous allons entendre le dernier solo avec Suzanne. Dernier solo. Je vous rappelle que ce sont des élèves qui viennent juste de passer ce bac. Bon, Suzanne est en CPGE, les 4 autres sont en terminale. Bravo. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir. Alors heureusement nous avons eu la chance d'avoir la salle climatisée, parce qu'on a échappé à la chaleur de dehors, mais je vous rassure, j'avais regardé pour vous la météo, ils n'ont pas prévu d'orage avant la semaine prochaine. D'ailleurs, en parlant d'orage, saviez-vous que la foudre atteint des températures allant de 8000 à 30 000 degrés. Cela équivaut à une énergie qui varie de 10 à 100 millions de volts. 400 fois plus qu'une prise française. Alors je vous le demande, à votre avis, un coup de foudre est-il mortel? Lorsque la foudre touche un corps humain, ce dernier sert de conducteur à cette quantité phénoménale d'énergie. Son système nerveux et ses organes, notamment le cœur, cessent de battre. En 2018, la France a enregistré plus de 725 000 éclairs et 296 jours d'orage. Alors, je vous laisse faire le calcul de probabilité de se faire toucher par la foudre et d'en mourir. En tout cas, Plainte François n'aurait pas survécu. Chaque année, ce sont entre 10 et 20 personnes qui meurent de la foudre. Selon une étude menée par le docteur Elisabeth Bourbière, qui est médecin spécialiste dans la foudre, 10% des victimes décèdent et 70% des survivants ont des séquelles permanentes
et invalidante. Alors on garde des séquelles physiologiques ou psychologiques à vie, même si elles ne sont pas forcément mortelles. Et la puissance d'un coup de foudre est inversement proportionnelle à sa probabilité. Je ne sais pas si vous connaissez le rappeur français d'origine tunisienne, mais il écrit en 2014 une punchline dans sa chanson nommée Carré. Elles ont toutes peur de l'orage, mais rêvent toutes d'un coup de foudre. Allez-y, avouez-le, lorsque je vous ai posé la question « Le coup de foudre est-il mortel ?», vous vous attendiez tous au grand coup de foudre, celui digne des contes de fées, ce coup de foudre métaphorique, celui de l'alchimie entre deux personnes, celui qui est inoffensif, n'est-ce pas? Et pourtant. Avez-vous déjà vécu cette expérience qui provoque des palpitations, qui suscite un sentiment d'égarement, qui coupe le souffle? Qui vous fait vous inquiéter? Tout cela pour cette personne à laquelle je suis sûre que vous êtes en train de penser, là, au moment même où je vous parle. La seule et unique personne qui a réussi à éveiller votre âme. Alors avez-vous déjà ressenti cette sensation de bien-être, celle de nager dans le bonheur? Vous ne faites plus attention à ce que vous faites, vous êtes maladroit, étourdi, amoureux quoi. Ce coup de foudre est loin d'être mortel, parce que par principe, il ne sera pas ennuyeux à mourir, mais passionné, obsessionnel. C'est lui qui nous fait nous sentir vivants. Il suscite des passions qui, jusqu'alors, nous étaient inconnues. Ces sensations qui vous font penser que c'est avec cette personne-là que vous voulez finir votre vie. Comme je disais, le mariage, c'est souvent le coup de foudre. On sait plus, on sait plus, on sait plus, et on sait plus. On ne sait plus, parce que l'amour ne suffit pas à une relation à long terme. L'amour s'en va, l'amour se meurt. Le coup de foudre ne dure que 6 mois. Mais enfin, il suffit de lire les prévisions astrologiques du dernier gala ou d'aller sur le site Au Féminin pour le savoir. Les flèches de Cupidon peuvent vous faire passer un week-end enchanteur ou même un mois délicieux avec l'élu de votre cœur. Mais pour que votre relation soit épanouissante, jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est une autre affaire. Eh bien oui, l'amour des contes de fées est enchanteur. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Quel monde merveilleux. Mais il s'agit d'un monde imaginaire et stéréotypé. Un monde qui donne envie aux jeunes filles d'être des princesses et d'attendre leur prince charmant. Il est dommage que notre réel soit si éloigné de ce monde fantasmagorique. Parce que, vous savez quoi? Après l'amour de notre vie, arrive la plus grande erreur de notre vie. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt. Elle ne veut même pas y penser. Parce que quand il lui prend le bras, ce n'est pas pour la faire danser. Alors elle repense à cette décision qu'elle avait prise à la mairie, à cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un fils à élever, un avenir, mais après la dernière danse, elle ne s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû faire. Ah, c'est dommage. Ollier et Bigfeu ne s'y sont pas trompés. C'était bien la dernière fois que cette Pauline et toutes les femmes dans son cœur ont regretté leur coup de foudre. Et oui, des princes charmants qui en France, chaque année, infligent des violences physiques et ou sexuelles à 220 000 femmes, de 18 à 75 ans. Et pourtant, ce n'est pas faute de certaines femmes d'avoir essayé de déposer plainte. Mais cela reste en 2017 130 femmes qui ont été tuées par leur prince charmant et 21 hommes qui ont été tués par leur princesse. Et ce n'est pas ici, en Nouvelle-Calédonie, que les chiffres vous nuisent. Voici ce que l'on peut lire dans les colonnes du Monde le 23 août 2019. Ce ne sont pas moins de 1200 plaintes pour violences conjugales. Et encore, je vous passe tous les chiffres qui ne sont en plus qu'approximatifs, puisque finalement, les enquêtes ne sont pas approfondies. Des violences donc à caractère sexuel qui aboutissent rarement au tribunal, puisque vous savez quoi,
Ici, c'est tabou. Les femmes ont peur de parler, peur de contredire l'homme très respecté, pour qui elles avaient eu le coup de foudre. Et chaque week-end, pas moins de 8 à 15 gardes à vue ont lieu pour ce type de fait sur fond d'alcoolisation, dans la quasi-totalité des cas. Il est beau le coup de foudre. Ah, le foudre, ce grand tonneau de plusieurs litres de vin. Et oui, des foudres de Roussillon sont environ 472 litres de vin, les foudres de Languedoc d'environ 442 litres de vin, ou encore un foudre de Montpellier de 730 litres de vin. Imaginez ce coup de foudre! Alors je ne sais pas vous, mais moi, un coup de foudre, je m'en passerais bien. Et toutes ces femmes citées aussi. L'alcool est un problème de santé publique, pourtant en Nouvelle-Calédonie. Il entraîne des dégâts considérables, et notamment en termes de violence. La Calédonie se classe 9e au niveau des territoires les plus violents de la Nouvelle-Calédonie. Alors pour reprendre les mots de Alexis Bourros, qui est le procureur de la République au tribunal de Nouméa, on assiste à des marathons d'alcoolisation avec des gens qui ne savent pas gérer, qui deviennent tout de suite violents. Des marathons. Je ne sais pas si vous pourrez, mais des marathons. Un marathon, c'est long. Alors je vous le redemande, un coup de foudre est-il mortel? Pas toujours, mais bien trop souvent. À défaut, ce seront des séquelles permanentes et invalidantes, des séquelles psychologiques et physiologiques, même si elles ne sont pas forcément mortelles. Mais chacune sera impactée. Et alors, comme dirait Stephen King, ici, l'amour a des dents et ses morsures ne guérissent jamais. Merci. Donc voilà, les filles viennent de passer 5 solos. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit arrêt juste de manière à laisser le temps au jury de délibérer sur ce premier exercice. Vous pouvez à ce moment-là retourner dans la salle. Alors, pendant cet entracte, je vais laisser la parole à une toute jeune élève de collège qui a eu un concours au collège de Boulary. Et pour montrer en fait l'éloquence, que l'éloquence peut démarrer beaucoup plus tôt. Et donc dès la classe de 3e, on va pendant la délibération, au moins vous pouvez l'entendre, le jury, vous délibérez. On pensait pendant que vous délibériez la faire déclarer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Madame Bolo. Bonsoir à tous. Ça va, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Donc, voilà, vous m'entendez. C'est pas évident de prendre la parole, surtout dans le cadre d'un concours d'éloquence. Je n'avais pas du tout prévu de parler. Je vais être très, très brève. Donc, effectivement, suite à la sollicitation de mon inspectrice qui est ici présente, Madame Garodal, et de Sophie Pironakis, qui m'a invité en tant que professeur de lettres avec mes collègues à participer à un stage au lycée de Jules Garnier, dans le cadre de la réforme des lycées qui incite à donner une place importante à l'oral. Donc avec certains collègues, ma collègue qui est là aussi, Laure Comboiré, nous avons préparé depuis le début de l'année nos élèves un atelier d'éloquence, donc à raison d'1 heure par semaine, donc atelier auquel Shannon assiste régulièrement. Et à la fin de l'année, donc nous avons organisé un petit concours d'éloquence, donc c'était la 2e édition, et Shannon a fait partie donc des lauréats. Donc, le texte choisi, ils choisissent eux-mêmes
leur thème. Quelquefois même, il leur arrive de dire des textes écrits par des camarades qui n'osent pas les dire eux-mêmes. Donc l'objectif, c'est surtout de favoriser la prise de parole, d'avoir un discours, de favoriser également l'argumentation, de travailler sur la diction, l'élocution. Donc voilà, vous verrez que Shannon est un exemple quand même assez parlant, significatif de ce que nous faisons à notre petit niveau au Collège Chocolat. Voilà, je vais donc vous laisser la parole. Bonsoir à tous. Je suis donc ici, comme Madame Paul l'a dit, donc je représente le Collège de Boulogne, je suis en 3e. Et aujourd'hui, ce soir, je vais vous poser une question. Cette fameuse question que sûrement beaucoup d'entre vous se sont déjà posée. La vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Ou bien la vie a-t-elle un sens? Et bien d'autres similaires. Eh bien, vous savez, la vie n'en vaut pas la peine. Déjà, qu'est-ce que la vie? Prenez du recul et vous verrez, la vie ne tient qu'à un fil. Lundi, on nous donne naissance. Mardi, on commence à s'attacher à nos proches. Mercredi, on apprend à marcher, lire, écrire. Jeudi, nous allons à l'école. Vendredi, nous entrons dans la vie active. Samedi, on vieillit et on doit souhaiter bon voyage à ceux auxquels on tient. Et dimanche, le dernier jour de la semaine, le dernier jour de la vie, nous aussi, à notre tour, on doit laisser place sur Terre à la génération future. Donc, on vit pour travailler et pour au final mourir. Bon, là, certes, vous allez me dire, oui, mais tout le monde sait que la vie est courte, mais il n'y a malheureusement pas que ça. Je ne vous ai toujours pas parlé de tous les fléaux qui habitent notre planète. J'insinue par là les problèmes d'appartenance sociale, le racisme, le harcèlement, la pauvreté, les accidents, les conflits, ou encore l'absence de chocolat dans le réfrigérateur. Et j'en passe, tous ces petits problèmes qui rendent la vie si difficile. Ah oui, et nous les filles, on en parle des problèmes qu'on est les seules à subir? On supporte les règles, la grossesse, l'accouchement, les inégalités de salaire, les commentaires sexistes, ou encore notre vernis qui prend un temps fou à sécher. Et c'est nous qu'on traite de sexe faible. Bon, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire est ce qui est peut-être la réalité, mais ce n'est certainement pas mon point de vue. Ah non, 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 loin de là. Je vous ai seulement décrit la vie telle que certaines personnes l'aperçoivent. Bien évidemment, une vie sans problème, dilemme ou prise de tête, ça n'existe pas. On n'est pas dans le monde des bisounours. Attendez, vous avez vraiment cru qu'il y avait des cœurs et des arcs-en-ciel partout? Je suis d'accord, l'homme est confronté tous les jours aux plus dures réalités de la société. Et alors, était-ce une raison valable de baisser les bras et de penser que tout le malheur de la terre s'abat sur nous? Je dis non. Nous avons tous nos moments de faiblesse, mais nous avons aussi et surtout plein de merveilleux moments de joie, de bonheur, de plaisir. Tous ces petits moments qui font que la vie est une pépite. Soyez optimistes et persévérants, acceptez-vous, vivez votre vie à fond, soyez heureux. Chaque jour doit être le plus beau jour de votre vie. Si on est tous présents, ici sur Terre, c'est pour une raison. Une chose est sûre, personne n'est inutile. Mis à part quelques parasites, je vous l'accorde. C'est pareil pour les événements de notre vie. Tous ont un impact, mais ils ne sont en aucun cas sans importance. On ne vit pas qu'une fois, on meurt qu'une fois. On vit tous les jours. Bien sûr, la vie n'est pas juste. Alors c'est à nous d'apprendre à vivre avec ce que l'on a, avec les valeurs qui nous ont été enseignées depuis le début, de nous améliorer par rapport à la personne que l'on souhaite devenir. Nous n'avons ni les mêmes qualités, ni les mêmes défauts, ni les mêmes chances de réaliser nos rêves. D'ailleurs, nous n'avons pas les mêmes ambitions, les mêmes désirs, les mêmes fantasmes, les mêmes souhaits. En tant qu'individus, nous sommes tous différents les uns des autres. Ainsi, nous sommes incomparables. Alors apprenons, vivons, rêvons, soyons heureux, soyons reconnaissants. Il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas de seconde à perdre pour vivre. Aimez pleinement, rire à pleines dents, collectez les souvenirs, les opportunités à saisir. Vivez avec le sourire. Dites-vous que le meilleur est à venir et que le pire permet de construire ce à quoi vraiment on aspire. Sachez qu'il est impossible de créer un monde parfait, mais essayons simplement, tous ensemble, de créer un monde meilleur. J'espère que tu vas faire partie du concours d'éloquence 2022. Donc, est-ce que tu vas en 30 secondes?
Alors, on va passer maintenant à un autre type d'exercice qu'on appelle le débat. Ce débat va être organisé entre un gouvernement que vous avez ici et l'opposition. Et la loi proposée par le gouvernement est, donc ce que vous voyez ici, le gouvernement imposera une tablette à tous les élèves dès la classe de seconde. Alors il y a un rituel, vous risquez d'entendre taper dans les mains, pas parce que, enfin j'aimerais bien les applaudir tout le temps, mais c'est pas ce que je vais faire. En fait, on va commencer par le représentant du gouvernement, d'abord, qui a 4 minutes pour parler. Et durant ces 4 minutes, on a ce qu'on appelle 2 minutes sacrées. La première minute, l'opposition n'a pas le droit de lui poser de questions. Ensuite, moi je vais taper dans mes mains et on aura à ce moment-là 2 minutes pendant lesquelles l'opposition pourra poser de questions. Et la dernière minute, je vais retaper dans mes mains, la dernière minute est de nouveau sacrée. Et quand Aïna, qui est leader du gouvernement, aura terminé, on passera la parole au leader de l'opposition et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque membre ici présent va parler 4 minutes. Et après, on devra décider si on adopte la loi ou pas. Donc je laisse la parole à Aïna d'abord, chef du gouvernement. Bonjour à tous, bonjour à vous, représentants de l'opposition, à vous, mesdames et messieurs les jurys, et enfin à l'Assemblée. Je me présente, Aïna Chantereau, Première ministre, accompagnée de Camille Cortot, ministre de l'Éducation, et de Clémence Yulin, ministre de la Santé. Nous nous présentons aujourd'hui
à vous pour vous faire part d'une nouvelle décision, celle d'imposer l'usage d'une tablette pour chaque élève, sans pour autant occulter le support papier qui sera réduit certes, mais conservé notamment pour le baccalauréat ou encore les contrôles. Dès la rentrée 2020, sera attribuée à chaque élève de seconde une tablette numérique avec ses ressources pédagogiques. Aujourd'hui, en 2019, notre but est de nous servir des nouvelles innovations technologiques à notre avantage. S'inscrire dans la modernité. S'inscrire dans la modernité tout en prévenant les risques qu'elle entraîne à l'aide d'une véritable réflexion dans le domaine de l'éducation et de la santé que nous aborderons avec nos deux ministres ici présents, mais également dans le domaine économique dont je vais vous parler tout de suite. Pour que ce projet parvienne à ses fins, un budget a été mis en place. Celui-ci, instauré par l'État, s'élève à 1,2 million de francs, qui s'avère être un chiffre très faible en comparaison avec le budget d'1 milliard d'euros qui a été mis en place par François Hollande en 2016. Oui. Bonjour Madame le ministre. Donc j'ai une question. Quelles sont vos solutions pour le recyclage des tablettes? Alors, nous allons constituer des tablettes entièrement recyclables, donc constituées de matières recyclables telles que le métal ou encore le plastique tel que le polyéthylène. Donc, nos tablettes seront 100% recyclables. Donc, comme je vous parlais à l'instant, concernant le budget, pourquoi ce budget se trouve être aussi faible? Parce que de nombreux partenariats vont être établis, notamment avec des associations des parents d'élèves de différents établissements, pour le financement des tablettes. Je vous réponds tout de suite. Mais également des entreprises qui nous fourniront les tablettes. Enfin, un partenariat avec Microsoft aidera à la conception de programmes à visée éducative, à l'image du projet Voltaire, un programme aidant les élèves à améliorer leur orthographe, créé par des professeurs de français et des lauréats de concours d'orthographe nationaux. Oui. Bonjour. Ma question est, avec les millions de francs que vous avez dépensés pour le budget numérique, comment allez-vous financer les activités artistiques extrascolaires? Eh bien, il y a déjà un budget mis à part pour les activités culturelles et extrascolaires, et je tiens à préciser qu'ici ce n'est pas le sujet. Donc voilà, cet exemple du projet Voltaire nous montre que les tablettes numériques et les applications qu'elles proposent offrent aux élèves des horizons plus vastes d'apprentissage. De ce fait, l'exploitation de ces tablettes aura de multiples avantages. Il fera d'une part décoller l'économie française en développant de nouveaux secteurs tels que celui du travail, de la technologie et de la recherche, car les entreprises seront stimulées à produire plus et mieux, et les élèves jouiront d'une éducation plus efficace et adaptée, car cette tablette aura 3 grandes utilités importantes pour l'élève. D'abord, ce sera un véritable outil pédagogique qui leur permettra d'accéder à des applications et des cours grâce à un accès à Internet qui sera bien évidemment sécurisé. Ensuite, ce sera un moyen de prise de notes plus rapide et adapté. Donc celui qui voudra écrire pourra écrire avec des stylets qui seront mis à disposition. Celui qui voudra taper sur un clavier pourra taper, bien évidemment. Ensuite, ce sera un support pour les cours qui pourront être revus à leur domicile, tout comme en cours, et qui ne se réduiront pas au simple tableau projeté par le professeur. Sans parler des manuels qui seront à disposition des élèves, consultables en cours, tout comme à leur domicile. Ainsi, pour ces nombreuses raisons, nous soutenons fermement l'idée d'imposer aux lycéens, acteurs du monde de demain, une tablette numérique qui leur permettra une éducation plus efficace, mais également de faire décoller les entreprises, le secteur du travail français, acteurs de la réussite scolaire des lycéens, mais également de l'économie française. Je vous demande donc de voter pour cette loi, pour tous les bienfaits qu'elle apporte, notamment à l'économie du pays, mais également aux élèves français. Mesdames et messieurs, chers parents d'élèves présents ce soir et chers membres du jury, je me présente, Jessie Nguyen,
ancien professeur de sciences économiques et sociales. Je vous rassure, je ne suis pas venue aujourd'hui pour vous faire court, car je me présente devant vous en tant que députée de la Commission des affaires économiques et surtout en tant que chef de l'opposition, dans le but de faire comprendre à notre cher gouvernement qu'il est loin de la réalité et des attentes de la jeunesse française. Je suis notamment accompagnée de Madame Maïro, donc députée de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, suivie de Madame Lafrague, députée de la Commission de la santé et l'action sociale. En premier lieu, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez prononcé, Madame la ministre. Vous avez dit que le gouvernement souhaite imposer une tablette à chaque élève. Bien que le gouvernement soit une institution qui, justement, prône les valeurs de la liberté, de la République, liberté, égalité, fraternité, il démontre à ce jour qu'il est bien loin du principe de liberté en choisissant le verbe imposer, qui par conséquent donc n'accorde aucune liberté à nos enfants. Toutefois, si vous décidez d'imposer aux élèves une tablette comme outil d'aide, à quoi vont servir les professeurs s'il y a déjà tout sur Internet? Partons encore plus loin, à quoi va servir l'école? Et puis après tout, si vous autorisez les tablettes en classe, pourquoi ne pas autoriser le téléphone portable tant qu'on y est? Enfin, il importe de parler du coût que cette réforme va coûter, alors que la France se retrouve déjà avec une dette qui représente 98% du PIB. Donc pour la prochaine rentrée, le nombre d'élèves total est d'à peu près 9 millions et 870 900 enseignants. Prenons le cas d'une tablette convenable à 150 €. Le prix total pour chaque élève est de pas loin de 2 milliards d'euros, sans compter la part des enseignants qui est de 130 millions d'euros. Donc je ne fais pas l'addition, vous savez déjà qu'il y a énormément de zéros. Donc, toujours Anna Chantreau, Première ministre, avez-vous fait la distinction entre un téléphone portable et une tablette numérique avec bien sûr un accès à Internet sécurisé, donc qui sera privé de toute distraction possible? Oui, merci pour votre question. Donc, en plus des tablettes à fournir, la question de la formation des enseignants est également posée. Encore des journées pédagogiques? Même si cela peut réjouir certains élèves, il y a déjà un retard imminent dans certaines matières pour le baccalauréat, donc n'aggravons pas la chose. Dans un contexte où la technologie prend déjà trop de place dans notre vie, ne la laissons pas non plus dans l'univers de nos enfants. Enfin, d'un point de vue écologique, la tablette n'est pas non plus une solution. En effet, la tablette est un poids énorme pour notre nature. Ainsi, je laisserai également la parole à mes collègues pour qu'elles puissent vous éclairer sur d'autres points néfastes de cette loi. Je finirai par les paroles d'un homme qui a compris déjà depuis son époque des effets négatifs de cette loi. Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. Monsieur Albert Einstein. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, pour la France, pour vous en tant que parents, mais aussi pour nos enfants, je vous demande de ne pas voter cette loi. Merci. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente, je suis ministre de l'Éducation et je suis là aujourd'hui pour vous parler du projet du gouvernement qui est donc de mettre en place l'utilisation de tablettes numériques dans le milieu scolaire. En effet, nous vivons dans un monde de plus en plus connecté qui voit naître des progrès technologiques phénoménaux et nous ne pouvons plus ignorer cette évolution, mais nous devons l'intégrer à notre éducation. L'éducation doit suivre l'innovation. Je voudrais vous éclairer sur les avantages de ce projet pour l'éducation. Premièrement, avec la nouvelle réforme du baccalauréat qui concerne particulièrement mon ministère, l'utilisation d'une tablette afin de disposer de tous les nouveaux manuels scolaires qui doivent être renouvelés pour la classe de première et de terminale serait plus avantageuse. De plus, cet outil permettrait la baisse du taux de décrochage scolaire qui concerne à peu près de 100 000 jeunes Français chaque année qui sortent du système scolaire sans diplôme d'études secondaires. En effet, les commissions scolaires de la région québécoise qui ont utilisé cet outil depuis quelques années ont enregistré une baisse du décrochage scolaire
qui est passé de 40% en 2010 à 20% en 2017. L'utilisation d'une tablette va permettre de favoriser la compréhension et la créativité grâce à la diversité de supports utilisés. Et pourtant, Madame la ministre de l'Éducation, les grands patrons de la Silicon Valley en 2014 ont confié de tenir leurs enfants à l'écart des nouvelles technologies, étant particulièrement bien placés pour en connaître les dangers comme le PDG d'eBay. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que on nous conseille en effet souvent de tenir nos enfants à l'écart des tablettes, mais nous continuons de vivre avec des tablettes, avec des smartphones tous les jours. Vos enfants vivent avec des tablettes et des smartphones, vous vivez avec des tablettes et des smartphones. Donc, je pense qu'il ne faut pas nier ce progrès, mais l'intégrer. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des matériels scolaires est vandalisé quotidiennement par les élèves. Et donc, pensez-vous que les tablettes seront épargnées? Eh bien oui, je le pense. Donc, de nombreux supports pourront être utilisés comme des vidéos, des images, des enregistrements audio, des textes. L'espace du numérique est plus ludique et attractif, et plusieurs types de mémoire seront utilisés, comme la mémoire auditive et visuelle. Ainsi, la motivation peut être accrue. En plus de cela, dans un système éducatif français où la compétition est extrêmement présente, l'utilisation d'un support numérique va justement permettre une meilleure collaboration et une meilleure communication, grâce par exemple au partage immédiat des documents en classe et la possibilité d'échanger à leur sujet. Également, l'entraide entre élèves va augmenter. Avec le numérique, l'élève devient davantage acteur. J'aimerais également aborder le sujet de l'apprentissage. Excusez-moi, mais quand vous dites que les élèves pourront collaborer par les tablettes, n'est-il pas mieux d'encourager les liens sociaux, tout simplement par la parole, l'échange d'idées, plutôt que l'échange par le biais de l'informatique? Eh bien, quand nous disons que nous voulons mettre en place des tablettes, nous ne voulons pas créer des robots, et ce sont toujours des personnes qui ont l'usage de leur parole en classe. Donc non, ils vont continuer justement à s'entraider dans un monde où ils ont baigné depuis leur naissance dans le numérique. Ils vont justement s'entraider dans ce monde où ils ont besoin de connaître plus de choses. De plus, donc, au sujet de l'apprentissage, le domaine de la lecture peut être amélioré, en changeant notamment par exemple les tailles de police, en s'enregistrant lors de la lecture à haute voix ou encore en accédant à des livres libres de droit. On peut également proposer une pédagogie plus différenciée, avec des exercices adaptés et corrigés de manière immédiate par le professeur quand le document est partagé ou par un logiciel dans le cas de quiz. Les élèves en difficulté bénéficient d'un support qui leur permet de lire et d'écrire clairement et d'avoir une progression plus individualisée. Les tablettes utilisées seront évidemment encadrées avec sérieux, avec un réseau internet très sécurisé, c'est-à-dire que n'importe quel site ne sera pas consultable, seuls ceux qui sont utiles au cours. La France a le potentiel de devenir exemplaire en matière d'éducation. En mettant en place l'utilisation de tablettes numériques, elle ne serait plus seulement 20e au classement PISA, mais pourrait être parmi les 10 premiers, aux côtés du Canada, pays utilisateur de cet outil numérique. Ainsi, j'affirme ce soir que nous devrions mettre en place l'utilisation de tablettes numériques dans notre système scolaire. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, Jalice Lafargue, députée de la Commission de la Santé et de l'Action sociale. Je me tiens devant vous aujourd'hui afin de m'opposer fermement au projet de réforme qui imposerait l'utilisation d'une tablette pour chaque élève. Permettez-moi d'affirmer qu'il s'agit ici d'une réforme absurde concernant notamment une question de santé et de relations humaines. Le bien-être des jeunes est et devrait rester notre priorité. Saviez-vous que 69% des Français se disent préoccupés par la place prise par les écrans dans la vie de leurs enfants? Cela n'est pas sans raison. En effet, l'usage de tablettes signifie exposition aux écrans, ce qui a des effets néfastes sur la santé. Je ne parle pas ici seulement de légers maux de tête, ni de fatigue passagère, je parle également et surtout de problèmes cardiovasculaires à long terme, de diabète de type 2, d'hypertension et d'altération de la vue.
Selon la SNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, 40% des 16-24 ans ont des difficultés à voir des loin et souffrent donc de myopie. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en lien ce chiffre avec les 73% de 16-24 ans qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Il y a donc visiblement corrélation entre temps passé devant les écrans et troubles visuels. Je doute donc de la pertinence de vouloir exposer nos enfants aux écrans plus qu'ils ne le sont déjà. Maintenant, je vais évidemment vous parler de la fameuse lumière bleue présente dans les LED générés par les écrans. Celle-ci a un impact clairement négatif sur les yeux, en particulier chez les jeunes. Oui. Donc, puisque vous parlez de lumière bleue, que faites-vous des solutions qui sont maintenant qu'on peut trouver, comme les écrans anti-lumière bleue, les lunettes anti-lumière bleue? Les lunettes anti-lumière bleue sont très chères et imposeraient un budget beaucoup plus conséquent que ce qui est déjà affecté. Donc, j'ai parlé de la lumière bleue, qui est particulièrement nocif chez les jeunes, puisque leur cristal n'est pas encore développé, il est immature, et donc la lumière bleue a une toxicité sur leur rétine, sur leurs yeux. Par ailleurs, cette même lumière bleue affecte la production de mélatonine, c'est une hormone qui régule le rythme veille-sommeil, et donc cela provoque des perturbations du sommeil. Et les troubles du sommeil sont souvent responsables d'échecs scolaires chez certains élèves, situation que nous préférerions éviter. Les écrans et donc les tablettes provoquent aussi des troubles de l'apprentissage et du développement. Oui. Puisque vous parlez de la santé des jeunes qui sont très importants, que faites-vous du poids très considérable des sacs à cause des manuels scolaires, à cause des cahiers? Il me semble que ce n'est pas du tout mon sujet. Eh bien si, vous parlez de la santé. Je parle de la santé, mais concernant la tablette. Pas concernant les sacs à dos, il y a peut-être très fort. Et la tablette peut-être plus légère que les manuels. Donc, les écrans et les tablettes provoquent aussi des troubles de l'apprentissage et du développement. Donc, les capacités de l'individu sont diminuées en termes de mémorisation, de créativité et de réflexion. On remarque également des perturbations concernant l'apprentissage du langage, de la lecture et des mathématiques. Et ajouter à ça des difficultés de concentration et d'attention. Toutes ces capacités sont nécessaires pour tout adolescent, pour tout étudiant, pour tout élève, dans un cadre de travail, dans un cadre d'éducation. De plus, d'après une étude menée par l'Académie américaine de pédiatrie, dès lors où les enfants sont exposés à des écrans de manière presque quotidienne, la qualité des relations parents-enfants se dégrade, ce que nous ne souhaitons pas pour notre jeunesse. Près de 3 quarts des Français, 71% précisément, affirment que la place prise par les écrans dans leur vie quotidienne nuit à la qualité des relations humaines. De même, 59% des Français se sentent dépendants de leurs outils numériques, dont les tablettes. Ainsi, une sorte de dépendance, une sorte d'addiction lie déjà les jeunes aux objets numériques. Addiction désormais reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi vouloir renforcer cette maladie? Ainsi, imposer une tablette pour chaque élève aurait des conséquences néfastes sur leur santé et sur leur rapport aux autres. Et pour cela, je vous demande de ne pas mettre cette réforme en place. Merci. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis la ministre de la Santé et je vais faire une conclusion de mes collègues afin de vous montrer qu'il faut voter pour ce projet de loi. Notre but est de mieux préparer les élèves à être acteurs du monde de demain, au lieu de fermer les yeux sur les potentiels dangers que peuvent représenter les tablettes. Nous avons pris en compte les arguments de l'opposition, qui a souligné certains inconvénients liés à l'utilisation des tablettes dans un cadre scolaire, par exemple la lumière bleue. Il est important pour le gouvernement de rappeler que la santé de nos élèves reste une de nos priorités. Un des avantages indéniables de la tablette sur la santé physique des élèves reste sa légèreté. Vous dites que c'est hors sujet, mais sachez que tous les manuels des élèves seraient numérisés, et même si les feuilles et les stylos ne sont pas bannis du lycée, le sac s'allège de plusieurs kilos. Selon l'éducation nationale, un cartable ne doit pas dépasser 10% du poids du corps de l'enfant. Ainsi, avec des cartables qui peuvent peser jusqu'à 10 kg, les élèves vont avoir tendance à cambrer leur colonne vertébrale alors qu'elle est en pleine croissance. Les manuels papier, lourds et encombrants, sont remplacés par les manuels scolaires numériques, téléchargés dans la tablette numérique. De plus, les exercices faits sur ce support peuvent être archivés sans que les feuilles ne volent, ne se perdent ou augmentent le volume des classeurs.
En outre, la tablette permettrait de vider les casiers des élèves et les fonds dédiés à la construction de ceux-ci pourraient ainsi être réemployés dans notre projet de loi. Un des problèmes technologiques liés à la santé que vous avez abordé est bien évidemment la lumière bleue. Oui. Comment allez-vous gérer les parents qui sont notamment anti-numériques? Nous pensons que c'est un moyen d'éduquer à la fois et les parents et les enfants. Celle-ci est une partie, donc la lumière bleue, pardon, est une partie du spectre de la lumière, puisque vous ne l'avez pas expliqué, qui est émise par le soleil, mais aussi par des sources lumineuses artificielles comme la tablette électronique. Il existe des filtres de lumière bleue directement sur les tablettes, donc cela ne causerait pas un coût supplémentaire, comme c'est déjà le cas sur les liseuses électroniques. L'écran LED de la tablette réfléchira directement à la lumière bleue au lieu d'endommager la rétine des élèves. Il n'y a donc pas besoin de payer, je vous rassure. Nous avons également pour but de proposer des lunettes qui seront mises à disposition des élèves afin de reposer leurs yeux. Encore une fois, en ce qui concerne le coût, nous proposons des partenariats avec des entreprises, par exemple Optique Demi, qui fournit déjà des lunettes de ce type. Oui. Mais pourquoi avantager la tablette qui est beaucoup plus susceptible au hacking que les cahiers dont les informations restent en sécurité, sauf en cas de vol, mais je me doute bien qu'un voleur ne va pas voler des cahiers ou des manuels. Vous pensez à tort, car je connais personnellement des personnes qui se sont fait voler, par exemple, sur leur cahier des dossiers d'histoire des arts avant leur bac, et qui ne l'avaient pas enregistré numériquement, ce qui les aurait bien sûr sauvés. Nous, c'est également un moyen de sensibiliser les jeunes à l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit en cours ou bien à leur maison. C'est une préparation utile à la vie professionnelle future. La technologie fait désormais partie intégrante de notre société, on ne peut le nier. Le processus de production d'une tablette, vous avez cité tout à l'heure des tablettes parfaitement recyclables. Aux dernières nouvelles, cela n'existe tout simplement pas, ne serait-ce qu'au niveau des batteries, puisqu'on ne peut pas faire de batteries recyclables. Donc je vous demande, au niveau du processus d'une tablette électronique, qui est bien plus polluant que l'utilisation de papier, puisqu'aujourd'hui en France, nous utilisons principalement du papier recyclé, comment pouvez-vous expliquer, favoriser la tablette électronique qui est polluante? Je pense que mes collègues en ont suffisamment parlé, mais par recyclable, elle voulait bien sûr dire reconditionnable neuf, ce qui est totalement possible. Les écoliers d'aujourd'hui sont tous des digital natives, autrement dit les natifs du numérique, contrairement à la génération précédente qui a dû apprendre à se servir des nouvelles technologies une fois adulte ou jeune adulte. La génération des étudiants actuels baigne dedans dès son plus jeune âge. Aux États-Unis, près de 2 collégiens sur 3 utilisent un smartphone ou une tablette pour faire leurs devoirs, selon une étude de 2018. Pour conclure, puisqu'ils seront inévitablement exposés un jour ou l'autre à Internet, autant leur apprendre dès maintenant à l'utiliser correctement, de façon responsable et sûre. Ce projet de loi a pour but de mettre en place un apprentissage qui peut être aujourd'hui pris en main non plus seulement par les parents, mais aussi par le corps enseignant. Le Premier ministre a pris en compte les aspects économiques. Les nombreux partenariats envisagés avec les entreprises réduisent ainsi le coût des tablettes et le reste des dépenses sera pris en main par l'État et les APE des établissements. Je me permets aussi de rebondir sur la devise française, liberté, égalité, fraternité. Vous êtes penchés sur le point liberté, mais nous sommes plutôt penchés sur égalité. Vous dites que c'est nier la liberté que d'imposer une tablette à chaque élève, mais nous voyons ça comme un principe d'égalité, autant pour les élèves qui ont les moyens que ceux qui ne l'ont pas. D'autre part, le ministre de l'Éducation a insisté sur le fait que l'éducation doit suivre l'innovation. Les tablettes permettent de s'adapter aux réformes et permettent de réduire le décrochage scolaire. Elle favorise l'autonomie ainsi que la créativité sans pour autant remplacer les professeurs. Enfin, elle a abordé la sensibilisation aux nouvelles technologies ainsi que la sécurité des élèves qui seront également au centre de l'enseignement. Ce sont les raisons pour lesquelles on vous demande de voter pour ce texte de loi afin de mettre en place une tablette pour chaque élève dès leur entrée au lycée dans le but de proposer un outil dont les potentialités pédagogiques sont encore peu, voire pas exploitées. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, membres du jury, chers membres du gouvernement. Nous nous opposons tout simplement à cette loi, car en plus de représenter un coût indécent et de nuire à la santé, comme l'a démontré ma collègue, elle met aussi à mal l'écriture, l'apprentissage et totalement en inadéquation avec les besoins de nos enseignants.
Que faites-vous de l'écriture? Je rebondis ici sur les propos de la Première ministre, qui voulait valoriser la prise de notes par les tablettes. Cela est totalement aberrant, puisqu'une étude faite en 2015 par ma propre commission a prouvé que les élèves avaient une facilité d'apprentissage tout simplement en formant des lettres. En effet, qui trace des lettres, c'est bien le meilleur moyen entre les mots et la pensée. Comment pouvez-vous nier ces informations? Et si vous ne les niez pas, comment pouvez-vous vouloir que nos enfants écrivent en utilisant un langage appauvri dû à l'utilisation des tablettes? Oui. Je me permets de vous rappeler que l'on que l'on va imposer les tablettes seulement depuis la seconde. Normalement, en seconde, les élèves savent écrire. Et aussi que le langage ne sera pas appauvri puisqu'il y a déjà une prise de notes. La question que je vous pose est, avez-vous bien écouté la Première ministre qui a dit qu'il restera du papier et que l'on utilisera toujours l'écriture, notamment pour les contrôles? Oui, je l'ai entendu. D'un point de vue plus pédagogique, et désolé, je rebondis encore une fois sur les propos de la Première ministre. L'attention des élèves, car vous dites réguler ces tablettes. Cependant, un élève considérera toujours une tablette plus comme un instrument de jeu qu'un outil de travail. En 2015, la même enquête démontrait, je reviens vers vous, que 62% des 6072 élèves interrogés considéraient avant tout la tablette comme amusante plutôt qu'utile, seuil 18%. Oui. Et que faites-vous du réseau sécurisé dont j'ai parlé, qui ne permet pas aux élèves de jouer sur leur tablette ou d'aller sur Facebook? Je ne parle pas immédiatement des élèves qui vont jouer, mais je pense surtout que les élèves auront du mal à comprendre que la tablette est un outil de travail avant d'être un outil de jeu. Vous aurez beau lui mettre comme simple logiciel, un logiciel de prise de notes, pour l'élève, ce sera du travail. Ce sera du jeu. Enfin, je rebondirai sur le philosophe Alex Martial, qui disait « L'apprentissage de la vie consiste à transformer les doutes en certitudes ». Expliquez-moi quel doute va avoir un élève qui a dans les mains une tablette avec toutes les connaissances du monde. Il n'aura aucun doute. Il ne sait pas la définition d'un mot, il tape dessus, ça y est, il a la réponse. Il l'oubliera aussitôt. Alors que apprendre, n'est-ce pas finalement demander à son professeur, faire des recherches dans un dictionnaire, dans des livres? L'élève retiendra d'autant plus, apprendra bien plus s'il doit se tromper, recommencer, plutôt que d'avoir immédiatement la réponse sur sa tablette numérique. Enfin, afin de ne créer aucune dépense inutile, afin de ne créer aucune inégalité sociale, en prenant en compte la santé et le bien-être de nos enfants et de nos établissements scolaires, mais aussi de nos enseignants, qui ne méritent pas d'être ainsi corrompus par la technologie. Je vous demande, peuple français, ministres et membres du gouvernement, de ne pas faire entrer cette loi en application. Merci. Bravo pour ce débat. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire le jeudi? Vous voulez qu'on continue pour la dernière joute ou vous voulez voir entre vous d'abord? On continue? Bon, merci les filles. Alors là, on va faire le dernier exercice. Et voilà, nos deux garçons, les voilà. Ils seront présents dans l'exercice le plus difficile. C'est l'exercice le plus difficile puisqu'il va s'agir d'une joute oratoire. Et cette joute, on va avoir sur un thème qu'on va afficher là maintenant, un élève qui va parler, et en l'occurrence Ilan, qui va parler à l'affirmative du slogan « Ne préférez pas, l'excellence commence aujourd'hui ». Il va en parler pendant 3 à 5 minutes, il a un peu de liberté. Ensuite, on va avoir Kaël Normando qui va parler de l'excellence commence aujourd'hui à la négative. Et ensuite, ils vont s'affronter par des questions pour essayer de démonter les arguments de soit Dylan, soit de Kaël. À vous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est bientôt fini, si vous avez continué. Persister et exceller, ou encore pour toujours l'excellence. Voilà respectivement les devises de l'Université de New York et de l'Université de Saint-Andrews en Écosse. Ces universités forment l'excellence de leur pays, la crème de la crème des étudiants promis à un brillant avenir, l'élite de leur nation, les grands de demain.
Ah, quand on entend ça, l'excellence, ça semble appartenir à des gens qui ne ressemblent pas. Nous disons « Votre Excellence » en diplomatie pour désigner les chefs d'État, les présidents ou les ambassadeurs. Dans le domaine ecclésiastique, ce terme est employé pour désigner les évêques, les archevêques ou les grands rabbins. Mais donc, à qui appartient l'excellence? Voyez-vous, je crois que l'excellence est devenue, à défaut, une sorte de caviar du vocabulaire. On attribue des prix d'excellence, on achète des livres, les règles d'or de l'excellence, ou encore la quête de l'excellence, comme s'il s'agissait d'un Graal que vous pourriez trouver pour 1990 francs dans votre librairie. Je crois que l'excellence n'est ni une perle rare, ni une pochette surprise. Qu'elle concerne tout le monde, et qu'elle commence aujourd'hui. Ainsi vous pardonnerez, Madame la Présidente, de ne pas vous appeler votre Excellence ce soir. Le problème est pourtant bien souvent le suivant. Nous voyons l'excellence comme un projet inaccessible, comme une montagne trop haute à gravir et dont nous ne pouvons atteindre le sommet. Mais de quoi avons-nous peur exactement? Le problème se situe justement dans le fait que l'excellence est perçue comme réservée à une élite. Parce que dans une société soi-disant égalitaire, où les critères d'excellence sont figés a priori, l'excellence est confisquée par quelques-uns, les plus fortunés généralement. C'est pourquoi les classes dominantes ont toujours soutenu une idée de l'excellence qui se confond avec l'élitisme social. Moyennant quoi, elles ont détruit toutes les tentatives pour faire accéder les enfants de familles modestes aux postes à responsabilité. En France, Polytechnique a pendant un temps, au XIXe siècle, été interdit aux fils de familles fortunées. Elle ne compte aujourd'hui que quelques élèves issus des classes modestes. En Angleterre, au XVIIe siècle, les public schools ont été créés pour les enfants du peuple capable, les nobles étant éduqués par des précepteurs à la maison. Avec le temps et aujourd'hui, ces écoles ont été envahies par les riches. Elles s'appellent Eton, Rugby, Westminster, ne représentent que 7% des élèves, mais fournissent 50% de Oxford et Cambridge. Une autre étude française, cette fois, sur la perception des grandes écoles chez les jeunes, montre que la moitié des 16-20 ans pensent que le niveau des grandes écoles est inaccessible pour eux. Alors quoi? C'est donc ça l'excellence? Oui, sauf qu'il ne suffit pas de donner les mêmes moyens à tout le monde pour que chacun profite de la même scolarisation, je ne dis pas ça, c'est bien plus complexe. L'idée de la réussite scolaire pour tous, l'accès au diplôme, aux professions valorisées, aux loisirs intenses, en est malheureusement un exemple parce qu'elle est effectivement inatteignable. Il s'agit de tendre vers des progrès pour chacun, que les temps d'école servent à que chaque élève soit le soir un peu plus grand que le matin. Partant du principe que c'est de la diversité que viennent la richesse et les idées nouvelles, des groupes comme Airbus, Speedy, Veolia, Volkswagen ou Free n'ont absolument pas hésité à développer leurs propres écoles ouvertes à tous, avec ou sans diplôme, souvent sélectionnées sur leur seule motivation. Il s'agit en pratique de construire une organisation en appui sur le savoir enrichi du potentiel créatif des enseignants et adapté à la personnalité de chacun des élèves. Autrement dit, combattre l'élitisme par une pédagogie en acte et promouvoir l'excellence pour tous. Einstein disait « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passa sa vie à croire qu'il est stupide. » Il faut comprendre que l'excellence est un état d'esprit accessible à tous. Ce n'est pas une qualité ou un trait de caractère qu'une poignée d'entre nous posséderait. L'excellence ne se conçoit que dans la diversité et n'est pas une notion restreinte à quelques domaines, car il n'existe pas d'activité humaine qui soit supérieure à une autre. Enfin, il faut mieux être le meilleur boulanger de France qu'un avocat inefficace. Une excellente infirmière mérite plus de considération que le médiocre médecin, le technicien inventif est plus précieux que l'ingénieur stérile, etc. Le souci est qu'en étant vu comme inaccessible, la recherche de l'excellence est associée à la perfection. Conséquence, ce phénomène va déposer une pression sur les individus que nous sommes. Mais que va-t-on penser de moi si ce n'est pas assez bien? Je n'ai pas droit à erreur, je suis jugé sur mes résultats. Sauf qu'une telle approche est identique à l'idée de vous demander de peindre une copie de la Joconde alors que vous n'avez jamais peint. Donc peignez-la une première fois, puis une seconde, avec comme objectif que la seconde fois soit meilleure que la première, pas que celle de Léonard de Vinci. Aristote disait « L'excellence est un art acquis par le biais de l'entraînement et de l'habitude. » Nous n'agissons pas correctement parce que nous avons d'excellentes vertus. Nous sommes vertueux parce que nous agissons correctement. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétitive, et l'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Alors cessons de croire que la vie professionnelle est déterminée par les résultats obtenus à 20 ans. Cessons de confondre excellence et perfection. La première est un travail quotidien, la seconde, une vaine ambition. Chacun d'entre nous peut tenir entre ses mains les fruits d'un travail brillant. Alors recherchons cette excellence, recherchons-la en nous
Recherchons-la car la rechercher suppose d'agir déjà avec excellence, en donnant toujours le meilleur de soi et non par rapport aux autres. Nous voulons un monde où chacun est libre d'exceller toute sa vie à partir d'aujourd'hui. Un monde où ce terme ne ferait plus peur à personne, où la moitié des élèves d'Oxford ne viendraient pas de Westminster ou d'Eton, où chacun peignerait une Mona Lisa qu'il jugerait excellente. Un monde où les poissons ne seraient plus obligés de grimper à un arbre. Merci. Bonsoir à tous. Laissez-moi d'abord commencer cette soirée par une petite devinette. Quel est le rapport entre Laure Manodou et ses 58 titres mondiaux, Hélène Darroze, étoilée au guide Michelin, et Anna Pavlova, la meilleure danseuse classique de l'histoire? Alors non, pour les plus féministes d'entre nous, ce n'est pas parce qu'il fallait citer des femmes ce soir que je les ai citées, mais bien parce que ces femmes-là sont excellentes. Ces femmes-là, elles ont brillé dans leur domaine respectif, dans la piscine, au bureau, sur la scène. Ces femmes-là, elles ont consacré des journées entières à s'exercer, à s'entraîner, pour être à la hauteur. Mais quelle hauteur? Je crois qu'avant moi, on vous a vendu beaucoup de rêves. J'aimerais ramener un peu de liberté parce que nous ne sommes pas dans un Disney. Ce soir, il y a une question, et seulement une question, que vous devez vous poser. Est-ce que je veux tuer l'excellence? Moi non. Et vous? Et vous? Comment pourrions-nous cautionner un tel renoncement? Nous avons déjà tellement renoncé sur tant de choses. Comment pourrions-nous et serions-nous prêts à abandonner cette réussite, l'excellence? Car oui, il faut le dire, accepter que l'excellence commence maintenant, c'est vraiment désolant. Alors vous l'entendez, cette petite musique qui tourne et qui tourne dans la société? Alors non, pas la dernière musique d'Aya Nakamura. Non. Non, cette petite musique qui nous dit que tout le monde peut être excellent tout le temps. Que l'élitisme, c'est ringard et que la rigueur, ça fait peur. Alors moi, je vous dis non. Faites un choix, venez avec moi et dites non à cette musique. Dites non comme Ulysse a dit non aux sirènes et soyez courageux. Rejoignez-moi. Diderot le disait, si tout était excellent ici-bas, rien ne le serait vraiment. Eh bien, comment peut-on proclamer l'excellence lorsqu'on a un minimum de respect pour l'histoire? Alors, je vais vous parler d'une histoire que j'affectionne particulièrement, celle de la gastronomie. Celle de la gastronomie, pourquoi? Parce qu'on le sait, la gastronomie française est excellente. Lorsque je vois une baguette de pain, lorsque je vais à la boulangerie, je me rappelle d'abord, il faut le dire, de ces après-midi passés à la rivière avec du pain et du pâté. Mais ensuite, parce qu'il faut quand même réfléchir un peu, je me rappelle aussi que la plupart des choses excellentes viennent du passé. Que le Paris-Brest a été inventé au 19e siècle, que le millefeuille a été inventé au 20e siècle et que le croissant date du 15e siècle. Eh bien, c'est ça l'excellence française. C'est tout le travail des hommes et des femmes qui ont façonné la culture française, qui ont façonné par leur acharnement, par toutes ces heures passées et par toute cette sueur qui a coulé. Excusez-moi pour le mélange entre la nourriture et la sueur, mais il faut le dire, l'excellence, c'est aussi ça. C'est mettre les mains là où il ne faut pas et c'est prendre son courage à deux mains. L'excellence, nous disait Aristote, est un art, acquis par le biais de l'entraînement et de l'habitude. Alors je ne sais pas si mon collègue a déjà fait un entraînement une seule fois, mais je pense qu'un entraînement est sur la durée. Ce sommet que beaucoup cherchent à atteindre n'est ni facile, ni proche. Il est semé d'embûches et il est très lent à atteindre. Vous ne l'atteindrez peut-être jamais. Et c'est ça aussi l'excellence. C'est un sommet que l'on relève constamment. C'est une envie que l'on a de se dépasser. Il faut viser la lune, comme le disait Amel Bent, comme nous le dirons peut-être Arcalin un jour,
et un océanien bientôt. Et pourtant, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Déclarer que l'excellence commence aujourd'hui, c'est oublier tous les champions, tous les efforts et toutes les tentatives qu'ils ont pour nous faire rêver et nous ramener la coupe à la maison. On a tendance à l'oublier, mais pour être le meilleur, il faut aussi de la passion. Il faut se lever avec, il faut courir avec, il faut se battre avec. Et bien sûr, on s'en souviendra de cette passion grâce à ceux qu'on aura inspirés. Parce que l'excellence, c'est ça aussi. C'est un modèle de vie et c'est un modèle pour les autres. Être excellent commence toujours hier, puisque c'est en observant ses erreurs et ses mauvais choix que l'on progresse. Pour être parmi les meilleurs et y rester, parce que c'est peut-être ça le plus difficile, il faut se surpasser. Car si Rome ne s'est pas construite en un jour, l'excellence non plus. Isabelle Huppert a dit « Être actrice s'est transformé en excellence ce qui ne l'était pas. La fragilité en force, la timidité en assurance. » Mon collègue a parlé de fruits. Eh bien, l'excellence, c'est un arbre que l'on plante lorsqu'on est jeune, ou peut-être un peu plus tard, et sur lequel on récolte des fruits des années plus tard. Avez-vous déjà vu un arbre rapporter 2 jours après l'avoir planté? Je ne crois pas. Alors même si les litchis mûrissent vite, il leur faut du temps et des bonnes conditions pour pouvoir être excellent. L'excellence ne pourra jamais commencer aujourd'hui car elle part de bien plus loin. C'est un véritable but qu'on se fixe et c'est un travail de fond. Qui va au bac sans réviser en arrivant devant l'épreuve d'histoire, devant un croquis très difficile et en disant la mention très bien, je l'ai tout de suite. Peut-être Madame Ramsey. Mais en tout cas, si vous croyez que l'excellence commence maintenant, eh bien soyez-en sûrs, avec cette technique, je pense que Madame Maquès va faire des économies, parce que la province Sud récompense l'excellence tous les ans, et que c'est peut-être une piste, mais que Madame Chamoureau et Monsieur le vice-recteur ne seront pas très contents du taux de réussite au baccalauréat. Être les meilleurs, même à grande échelle, prend du temps. Il faut renverser les discours tout faits, il faut aller beaucoup plus loin. Barack Obama, en 2010, a lancé sa réforme scolaire. Et qu'est-ce qu'a fait Barack Obama? Il n'est pas allé dans la première école du coin, venir taper à la porte et dire l'excellence commence maintenant. À vous de jouer. Non. Non, non, non. Il n'aurait pas laissé 43 millions d'Américains pauvres à la recherche d'une excellence perdue. Non. Barack Obama a pris les devants et a fermé les 5% des écoles les plus défavorisées. Pourquoi? Parce qu'il a réinvesti tout cet argent dans les meilleures écoles et pour améliorer toutes les écoles qui étaient peut-être moyennes, mais qu'il a rendues excellentes. Dans un pays où l'excellence était synonyme à l'époque, alors pour beaucoup, d'argent et de réputation. Néanmoins, l'excellence, comme le disait Steve Jobs, peut être quelque chose d'inattendu pour des personnes qui n'y sont pas habituées. Et pourtant, je crois qu'en défendant cette valeur qui vient de loin, celle issue de la sueur et de la détermination, on se rend compte que c'est le moteur de notre société. Les sportifs, les artistes, les scientifiques et les entrepreneurs, bien évidemment, sont excellents et ils nous poussent toujours à innover, à se dépasser, à se présenter à la France à un incroyable talent et pour les plus téméraires d'entre nous, à la finale de karaoké de Dembéa. Cette excellence-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et cette forme d'excellence des uns qui nourrit celle des autres est peut-être encore plus vraie en Nouvelle-Calédonie. Attention, je ne parle pas des milkshakes de Saint-Michel ou des crabes de Wigwam, qui sont excellents. Non, je parle de ceux qui ont été excellents dans le passé. Je parle de Carambeu, je parle de La Fleur, de Chihuahua, je parle de Ngodrela, je parle aussi de Godoux ou de Garnier qui ont tracé le chemin vers la réussite de ceux qui seront excellents demain. Mais ceux-là, vous ne les connaissez pas encore. Parce que comme le disait La Fontaine, tout vient à point, c'est attendre. Merci.
1, 2, ok. Oui, donc j'ai écouté votre discours. Je trouve que vous contredisez un petit peu, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, vous dites que l'excellence est le moteur de notre société, pourtant vous dites que tout le monde ne peut être excellent. Du coup, ça voudrait dire qu'une certaine élite fait partie du moteur de la société, tandis que les autres doivent suivre. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a toujours des modèles à suivre dans une société. Parce que si tout le monde était égalitaire, eh bien comme le disait un certain philosophe, personne ne serait vraiment excellent. L'excellence, elle se travaille et nous ne pouvons pas la donner à tout le monde. Cette excellence-là, pour les meilleurs, et il en faut des meilleurs dans une société. Car comment avancer? Comment se fixer des objectifs plus hauts si tout le monde est à zéro? Comment viser le 20? Excusez-moi, sans exemple, on n'avance jamais. Alors, si l'excellence commence aujourd'hui, comment expliquez-vous que vous avez préparé votre baccalauréat pendant 3 ans? Alors, le terme aujourd'hui est imagé, mais ce qui est important en fait dans cette phrase, l'excellence commence aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai pas révisé mon bac aujourd'hui, mais c'est commence. Je pense que vous connaissez un petit peu votre vocabulaire, enfin, sur le terme de l'excellence, visiblement une notion que vous ne connaissez pas bien. Le but même de commencer est ensuite de continuer. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous dites que du coup l'excellence est dans le passé, mais que l'excellence en même temps, elle va former, elle doit durer tout le long de notre vie. Mais du coup, ça ne rentre pas en contradiction avec le fait même que l'excellence commence aujourd'hui, puisque si elle commence aujourd'hui, c'est bien qu'elle amène à continuer et à avoir un futur, et à être développée, et à être améliorée, pour au final obtenir un résultat optimal qui sera lui source de succès. Vous avez cité Diderot, vous dites si tout était excellent, quelque chose. En gros, il disait que tout n'est pas excellent. Enfin, si tout était excellent, ça serait quelque chose comme ça. Je ne dis pas que tout est excellent, je dis que tout peut être excellent. Est-ce que vous comprenez la nuance et est-ce que vous pouvez me dire en quoi, du coup, je contredis Diderot quand je parle? Oui, bien évidemment. Et je pense que lorsqu'on dit que tout est excellent, il faut faire une nuance parce que lorsque vous dites peut-être excellent, le Sunday au McDo peut être excellent. La baguette que vous allez acheter à la Vieille France ou dans une autre boulangerie est excellente parce qu'elle est issue du travail des hommes et des femmes qui l'ont façonnée. Elle est issue d'une histoire. Alors, elle peut être excellente parce que selon la formation du boulanger, on a une certaine variation. Mais je crois que lorsqu'on parle d'excellence, on préfère parler d'une pâtisserie que de quelque chose de peut-être excellent. Et pour revenir sur l'histoire du baccalauréat, je trouve dommage quand même que vous n'ayez pas répondu à la question vraiment centrale. Pourquoi 3 ans et pas 1 année? Visiblement, vous avez un problème avec cette notion de baccalauréat. Dites-vous que quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit que l'excellence commençait aujourd'hui. J'ai donc commencé à travailler en seconde pour réviser mon baccalauréat ou mon terminal, peut-être plus en terminale. Et que du coup, l'excellence a commencé dans ce début d'année et ensuite a perduré tout au long de l'année. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Ensuite, j'aimerais revenir sur ce que vous me disiez tout à l'heure en me répondant. Vous disiez qu'il faut qu'il y ait des meilleurs dans notre société et que tout ne se vaut pas finalement et qu'il y a des meilleurs, il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que vous êtes pas, j'ai l'impression que vous êtes là en train de remettre en question plusieurs années d'idéal républicain de méritocratie et d'égalité des droits en fait, puisque vous considérez certaines personnes ont la capacité d'être excellents et d'autres, de fait, ne l'ont pas et ne peuvent pas l'être et qu'il ne sert à rien qu'ils fassent travail, effort et persévérance, puisque finalement, ils n'atteindront jamais l'excellence. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Merci de parler de méritocratie, pardon. Je pense que l'excellence, c'est la méritocratie. C'est le fait de se lever tous les matins, de prendre son courage à deux mains et d'aller travailler. L'excellence, ce n'est pas sauter de son lit et dire je suis excellent. Non, l'excellence, ça se travaille. Elle ne se décrète jamais. Un arbre sans racines, ça n'existe pas. Pour pouvoir tenir, il faut bien des bases solides. Et je pense que ces bases solides-là, on les acquiert seulement avec le travail, avec la discipline et avec une rigueur qu'on doit s'imposer.
Mais donc là, c'est une nouvelle contradiction que vous êtes en train de nous faire, puisque si l'excellence s'acquiert avec le travail, vous comprenez qu'on ne peut pas dire que certains sont excellents et que d'autres ne sont pas. Puisqu'en fait, du coup, on est d'accord qu'il faut travailler, il faut persévérer, et que du coup, on peut atteindre l'excellence. Mais vous dites pourtant que certains n'atteignent pas l'excellence et n'atteindront peut-être jamais. Oui, malheureusement, parce que je pense que dans notre société, il y a des gens, et là je prendrai un exemple de Disney, comme Balou, qui disent il en faut peu pour être heureux. Eh bien, ces gens-là ne veulent pas être excellents, ils veulent simplement vivre. Et à côté de ça, eh bien, nous aurons des gens qui vont toujours regarder plus loin, regarder au-delà de leur horizon pour dépasser, et vous avez raison de le dire, pour aller chercher des places dans des grandes écoles, pour aller chercher des postes qu'on n'avait pas pour eux, pour aller chercher des fonctions qu'on ne leur réservait pas. Et je pense que c'est ça l'excellence. Ce n'est pas d'avoir tout qui nous est dû, non. C'est le fait d'aller chercher ces choses-là et de le mériter. Je vous remercie parce qu'avec ce que vous venez de dire, le mérite, on n'a pas de choses dues. Vous êtes en train de confirmer la chose que l'excellence commence aujourd'hui. Du coup, je vous remercie. Je vous laisse délibérer. Vous voulez retourner là-bas ou vous voulez délibérer là-bas? Bravo.
parce que vous voyez jamais travailler, je ne travaille pas. Je serais mieux chez moi. Parce que moi, travail ou pas travail, c'est souvent comme ça. Avec Carole, à 3h30, on va courir. Ben, on est 7h. Mais si, beaucoup de soirées, bien sûr. Au moins 3 par semaine minimum. Vous finissez tard le soir comme ça? Ouais. Par contre, la journée, à 11h, je vais nager, je reviens travailler à 2h. Ils ne me disent pas rien, ils me disent rien, parce que sinon je commence. Et quand je n'ai pas envie de travailler, je me fais remplacer. Ah oui, J'appelle un prestataire, j'ai le droit. C'est comme ce soir, je n'avais pas envie de le faire. J'aurais appelé un extérieur. Sans trop exagérer, j'ai un petit budget. Bien. Et par contre, demain, la journée mondiale du handicap. Ah non, 9 heures, en 1 heure, je ne suis pas prêt chez moi. C'est dur la journée. Les politiques sont à 9 heures au calme, à Faverny, puis à 10 heures, j'ai mes infos. Quand tu as du métier, tu fais des photos. Quand tu n'as pas de métier, tu galères, tu cherches ce que tu dois faire. Quand tu as du métier, ça. Voilà, tout ça pour dire, mieux c'est un métier super agréable, parce que tu vois, à chaque fois tu vois, et puis tu connais tout le monde. Nous on aime bien aller en brousse. À moins de nous. Bon, ça y est, c'est la fin du suspense. Dans un gîte là-bas, super. On va appeler le jury, à ce moment-là, le jury va rester devant et on va attribuer les lots au fur et à mesure. On va commencer par les solos, ensuite débat et enfin la joute oratoire. Alors, pour remettre, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait 5 personnes pour le solo, ce que le jury a décidé. Le jury a décidé de grouper en fait sur 5 filles. Ils ont décidé de mettre ensemble 3 filles qui ont eu du mal, pour lesquelles ils ont eu du mal. Je fais l'éloquence normalement, mais là ça marche pas. Pour lesquelles en fait ils ont eu du mal à la départager. Et après vous aurez la deuxième et enfin la première, la gagnante. D'accord? Et pour ça j'appelle pour remettre les lots des 3 jeunes filles qui ont bien parlé et qui se sont défendues sur le thème des femmes. J'appelle Nina pour vous remettre les lots. Voilà, donc félicitations ces 3 jeunes filles qui sont donc Clémence, Laura et Chloé. La province sud pour les cadeaux et le Ciné City.
Ensuite, la deuxième, et je vais demander à Jenny Sigaud de remettre le lot. Merci Françoise. Bon, croyez-moi, c'était très très difficile pour nous de choisir à chaque fois, mais je voudrais appeler Suzanne pour la deuxième fois. Et donc pour la gagnante, je demande à Elisabeth Opla et à Sonia Baquès de remettre le lot. Merci. Alors avec un grand suspense, nous appelons Camélia. Camélia, énormément apprécié les interventions. On a bien compris que la problématique des violences faites aux femmes était importante et elle était traitée avec beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion. Donc merci à toutes les 5. Merci. Alors pour récompenser le groupe, soit de gouvernement, soit de l'opposition lors du débat, je demande à Isabelle Chamorro de récompenser le gagnant. Merci. Donc, on va croire que j'ai eu un coup de cœur particulier, donc je suis un peu embêtée dans cette affaire. Donc malgré une opposition de très grande qualité, eh bien, nous avons penché pour l'adoption du projet de loi en faveur des tablettes au sein de l'établissement. En tout cas, je voudrais saluer notamment, non seulement la qualité de l'élocution du débat, mais aussi, j'imagine, le travail très important qu'il y a derrière ce débat, puisque beaucoup de recherches, beaucoup de références. Donc voilà, bravo pour cette préparation qu'on sait très dense. Et donc pour l'opposition, je demande à Charles Lavoie de remettre les lots. Bravo l'opposition, vous n'avez pas démérité. Vous avez eu des réparties que j'ai beaucoup appréciées, dignes d'une opposition solide, à un gouvernement qui était solide sur ses bases aussi, donc difficile à ébranler. Mais vous avez impressionné le jury et je vous félicite. Très chaleureusement. Alors, pour la joute, déjà ce que je propose, c'est d'appeler nos deux jouteurs, ici. Et je vais demander à Éric Roser, monsieur le vice-recteur, de récompenser le gagnant de cette joute. Alors, le jury a donc récompensé Gaël Normandon, qui a su, avec la décontraction de Balou, vanter l'excellence de la pâtisserie française. Et donc, j'appelle Philippe Reter pour remettre le prix à Ilan.
j'appelle tout le monde pour faire une photo, s'il vous plaît, élèves et jury. Et moi, je tiens à féliciter tous les élèves ici présents qui ont concouru ce soir. Ils sont dans l'attente des résultats du bac jeudi prochain. Un autre stress, autre que ce soir, mais ça y est, c'est fini les jeunes. Et je remercie encore bien évidemment le jury et Sonia Baquès pour le fait d'avoir pu organiser dans les locaux de la province sud le 4e concours d'éloquence de préférence. Non, c'était sympa, j'ai bien fait. Ouais, j'adore. Je suis